y a 25 ans, je participais à un atelier de sculpture à Paris. Depuis ce jour de septembre 98 où je mets les mains dans la terre, une évidence s'impose à moi. Je ne pourrai plus me passer de ce contact avec la terre. Et vous, quelle est votre terre? Votre passion la plus profonde? Comment cette passion a-t-elle germé? Quels sont les bénéfices qu'elle vous apporte? Et qu'avez-vous fait de plus fou et de plus surprenant par passion? Je m'appelle Laurence Foujol et je lance aujourd'hui le podcast Les yeux qui pétillent. C'est un partage avec des femmes et des hommes de tous horizons qui ont un même point commun, être passionnés. Je laisserai la parole à tous les artistes, sportifs, entrepreneurs, fans d'eux, qui ne se ressemblent pas, mais qui ont tous les yeux qui pétillent. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Olivier Ducruy. Malvoyant depuis sa naissance, Olivier a transformé son handicap en une force incroyable. Sa passion pour la voile a commencé quand, enfant, il a été émerveillé par les voiliers d'Éric Tabarly à la télévision. Après 10 ans passés chez Orange, Olivier a créé le projet Cécile Voile en 2017, dont l'objectif est de permettre à des personnes déficientes visuelles de s'épanouir grâce à la voile. Il a contribué au développement d'outils innovants pour aider les marins non-voyants à être plus autonomes. Pour prouver leur efficacité, il a même réalisé un test en conditions réelles en traversant le lac Léman. Cette conversation est un peu plus longue que d'habitude, mais il est selon moi essentiel de comprendre le parcours d'Olivier pour saisir l'ampleur de ses accomplissements. Bonjour Olivier, je suis vraiment super contente d'avoir ce temps d'échange avec toi. Notre rencontre, elle s'est faite de manière super fluide. Je suis très heureuse. De temps en temps, le matin, je prends un café et puis je lis Le Progrès. Et du coup, j'ai vu un article de toi, donc on va en parler bien sûr. Et puis, je t'ai contacté et tu as accepté de me rencontrer. On a pris un café. Et là, aujourd'hui, on est là pour faire cet échange. Donc, je suis vraiment très heureuse. Merci beaucoup en tous les cas. Donc, on va aborder beaucoup de sujets. Tu as une passion principale, mais on pourra aborder aussi d'autres choses. Passion de la voile, ta carrière chez Orange avant, etc. Mais la première question que je pose à mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Bonjour Laurence. Pour moi aussi, c'est un plaisir d'échanger et merci de t'intéresser à ce que je fais ou à ce qu'on fait parce que on fait plein de choses en équipe. Je m'appelle Olivier. Tu aimes bien ton prénom? Oui, tu m'avais dit ça. Exact. J'aime bien le symbole de l'olivier, l'arbre de la paix. Merci mes parents. Non, et ensuite, que dire, je suis quasiment non-voyant du fait d'une maladie de la rétine, qui est une maladie génétique récessive. Je suis malvoyant depuis que je suis tout petit. Et puis malheureusement, c'est des maladies qui se dégradent. Donc au fur et à mesure des années, j'ai perdu la vue, entre guillemets, puisque maintenant, surtout à l'extérieur, je suis quasiment en situation de cécité, voire de cécité complète quand il y a beaucoup de lumière. Et ensuite, je suis quelqu'un qui a des passions, effectivement, je dirais essentiellement deux, la voile et la chanson. C'est super, donc on va aborder ces deux grands thèmes. Mais juste pour un petit peu te connaître un peu plus, est-ce que tu veux nous parler de ton parcours? Je crois que tu as été un élève et un étudiant plutôt bon étudiant, on va dire. Tu as été diplômé de l'école de l'INSA, c'est ça? Oui. J'ai fait mes études à Lyon et donc je suis diplômé de l'INSA de Lyon. La discipline, c'est l'informatique, donc ingénieur en informatique. Et effectivement, mon parcours scolaire, je l'ai fait dans le système scolaire normal, entre guillemets. C'est-à-dire que je suis originaire du Beaujolais, donc j'habitais à la campagne et le choix à l'époque, c'était, en tant que jeune garçon malvoyant, c'était soit j'allais dans une école spécialisée qui était et qui est toujours à Villeurbanne, mais ça voulait dire internat dès l'âge de 5 ou 6 ans. Ou alors essayer de suivre sa scolarité dans l'école de mon village à Beaujeu. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce que j'ai pu faire toute ma scolarité en fait. École primaire à Beaujeu, lycée à Villefranche, et puis étudiant à l'INSA de Lyon ensuite. Et je trouve que j'ai eu un peu de chance parce que, comme je disais, à l'époque je voyais plus. Et du coup, je crois que j'ai toujours vu suffisamment pour que ça puisse passer, entre guillemets. Et c'est ça qui était bien. Et comment ça se passait justement le fait d'être intégré dans un parcours classique? Tu le vivais comment? Alors moi, je le vivais super bien. Ça m'a jamais vraiment posé de problème d'intégration. À l'époque, il n'y avait pas, au niveau d'éducation nationale, je dirais, de prise en compte du handicap avec un souci d'inclusion des enfants en situation de handicap, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais par contre, moi, ce que j'ai pu ressentir, c'est énormément de bienveillance de tous les enseignants.
Donc une prise en compte humaine, tout simplement, du handicap. Et vis-à-vis des copains, c'était pas un sujet. Et de temps en temps, il fallait se battre, mais pas contre les autres. En fait, il fallait se battre contre son handicap pour arriver à le surmonter. Parce que, au fur et à mesure des années, la vue, elle baisse. Et puis, la scolarité est plus compliquée. Les profs vont plus vite. Donc voilà, quand on peut pas lire au tableau, ce qui était mon cas, il faut tout prendre à l'oreille. Donc, il faut s'adapter en permanence. Mais finalement, c'était vraiment l'école de ce qu'on a à vivre ensuite. Donc, ce qui est sûr, c'est que ça te donne des armes de ouf ensuite. Et parfois, on sait que les enfants, adolescents peuvent être un petit peu durs entre eux, moqueurs, etc. T'as pas vécu ça, en fait? J'ai 2-3 trucs qui me reviennent là, en parlant de ça. C'est par exemple au primaire. Donc, j'allais chez l'ophtalmo tous les ans, j'étais suivi. Il a fallu d'abord trouver la maladie. Donc après, on a compris que c'était une maladie de la rétine qui s'appelle maladie de Stargardt. Et on a compris que de toute façon, on pouvait pas corriger la vue, que le port de lunettes était juste inutile. Et je me souviens de ma réaction d'enfant à 6 ou 7 ans, c'était de me dire, chouette, je vais pas porter de lunettes. Donc voilà, ça c'est un truc qui me revient. Incroyable. Ouais. Et je dirais que le premier coup de blues lié à mon handicap visuel, c'est quand mes potes, à 18 ans, ont passé le permis et pas moi. C'est la première fois que je me suis senti différent. J'avais pas accès. Pour nous, à la campagne, c'était un symbole de liberté, Bien sûr. passer son permis de conduire. On en avait besoin si on voulait faire des choses en autonomie. Et ça a été vraiment, pour moi, le premier truc dur à accepter. Et après, ce qui a été difficile, c'est pas tellement contre les autres, c'est surtout devoir de temps en temps donner plus que les autres, reprendre son cours après le cours en copiant sur le cahier d'un copain. Parce qu'à l'époque, j'ai jamais pu lire de loin, mais à l'époque, je pouvais encore lire de près. Puis ensuite, je pouvais lire de près avec une loupe. Toujours est-il que quand j'arrivais pas à prendre mon cours à l'oreille, je le reprenais ensuite, après les cours, le soir, sur le cahier des copains. Et comme en général, j'avais décroché, il fallait non seulement que je le recopie, mais que je le comprenne. Parce que c'est vrai qu'il y a des profs de physique ou des profs de maths où, une fois que j'étais largué et j'attendais la fin de l'heure. Un truc difficile, ça a été l'arrivée en seconde parce que j'ai cumulé le fait, à l'époque, il y avait vraiment un gros gap quand même entre la troisième et la seconde scientifique. Et en plus, je devenais interne. Mais ça, c'était pas lié à mon handicap. Je devenais interne parce que quand on habitait mon village et qu'on allait au lycée, il n'y avait pas les transports en commun d'aujourd'hui. Enfin, voilà. Les trajets étaient trop longs. Donc, de toute façon, on était interne. Et donc, ça a été un peu compliqué. Et là, tu te dis, je vais me battre pour y arriver. Est-ce que tu penses que cet handicap t'a donné une force de caractère qui t'a permis aujourd'hui, là, notamment d'être champion du monde de paravoile, mais plein d'autres choses aussi. Tu t'es battu pour, on le verra plus tard, mais pour créer en fait des outils pour t'aider dans le quotidien, etc. Est-ce que finalement cet handicap, t'a permis de... Moi, je pense que forcément le handicap, il influe sur ta personnalité. C'est-à-dire que de toute façon, je pense qu'il fait de toi quelqu'un d'un petit peu différent et peut-être, entre guillemets, meilleur ou plus fort par certains côtés que si tu avais été valide. Ça, je suis complètement convaincu. Parce que tu vis pas la même enfance. T'as des choses qui sont moins faciles. Et donc, il faut compenser le handicap par toi-même ou avec les autres. Et en tout cas, forcément, je pense que ça te forge un caractère différent. Et aussi, ça te donne des opportunités différentes. C'est-à-dire que moi, je pense souvent, si je prends l'exemple de la chanson et de la voile, que peut-être je les aurais vécues complètement différemment si j'avais été voyant. Je suis pas sûr que j'aurais fait tout ce que j'ai fait. J'aurais peut-être fait d'autres choses. Mais voilà. L'exemple typique, c'est pour la chanson, je pense que j'avais ça en moi de créer et d'écrire. Mais peut-être que j'y suis venu aussi parce que c'était compliqué pour moi de lire des textes et de lire des partitions avec mes yeux. Et que du coup, c'était peut-être aussi sympa d'en écrire plutôt que de s'embêter, entre guillemets, à essayer de lire des choses ou à les déchiffrer à l'oreille. Plus en lien avec ta passion donc de la voile et ta passion de la chanson, mais est-ce que tu as des souvenirs d'enfants ou d'adolescents en lien avec la voile, par exemple? Mon premier souvenir de la voile, il est quand j'étais enfant devant ma télé. À l'époque, donc quand j'étais gamin, j'avais 1/10 de vue à chaque œil. Donc 1/10, ça paraît pas beaucoup, mais de près, on voit encore assez bien. Moi, mon premier souvenir de voile, c'est des images de voiliers qui planent sur l'eau. Et donc, c'est le voilier d'Éric Tabarly quand il a remporté la Transat, je crois que c'est la Transat anglaise en 76, sa deuxième Transat. Et puis ses interviews et tout. Et voilà. Et j'avais jamais vu la mer et jamais fait de bateau, mais ça m'a fait rêver, quoi.
Et là, t'avais quel âge à peu près? J'avais 10 ans. T'avais 10 ans, d'accord. Et là, tu t'es dit, je veux tenter de monter sur un bateau ou... Je me suis pas dit ça, je me suis dit, c'est génial ce truc. Voilà. Et après, c'est quand j'étais étudiant à l'INSA de Lyon, j'avais 2 copains, notamment Choubi et Fred, qui étaient des bons voileux et qui m'ont proposé de partir, de faire des croisières le week-end avec eux. Et c'est comme ça que j'ai découvert la voile à Marseille, sur un week-end entre Marseille et Cassis. J'ai donné à manger aux petits poissons parce que j'ai été malade. Ah ouais, donc un souvenir mitigé peut-être? Non, un super souvenir. J'ai tout de suite ressenti que j'étais bien, quoi. Dès que je suis sur le ponton, et encore plus après quand je suis sur le bateau, je me sens bien. Et la voile, ça a ça de magique, quoi. T'es tout de suite dans un autre espace-lieu et t'es tout de suite dans un autre espace-temps. Et du coup, c'est une déconnexion totale. C'était déjà vrai à l'époque. Et puis aujourd'hui, je te dis pas comme c'est vrai, maintenant qu'on est hyper connecté avec nos smartphones, c'est encore 100 fois plus vrai, quoi. De toute façon, le seul fait d'être sur un voilier et en navigation, t'es dans un autre élément. Et du coup, tu pars 2 ou 3 jours faire une petite croisière au départ de Marseille, t'as l'impression d'être parti 15 jours. Ça t'a apporté le repos et la zénitude de 15 jours de vacances, quoi. Tu vois donc à 10 ans cette émission à la télévision et tu te dis waouh, génial, j'ai envie de faire ça. Enfin, je sais pas si j'ai envie de faire ça, mais ça a l'air top. En tout cas, ça m'a interpellé. Ouais. Ça t'a interpellé. Et ensuite, plus tard, donc avec tes amis à Marseille, est-ce que tu peux nous dire ce que tu ressentais sur le bateau? Tu as commencé un petit peu à nous parler de certaines choses, mais... À l'époque, c'était une découverte. Donc, je pense que comme tous les gens qui soient valides ou déficients visuels ou avec un autre type de handicap, quand ils découvrent le voilier, je pense qu'il y a 2 sortes de gens. Il y a ceux qui tout de suite, ça leur parle. Ils sont tout de suite bien et c'était mon cas, quoi. Et puis, tu as ceux qui sont sur l'eau mais qui s'embêtent un petit peu. Parce que ce qui est quand même fort sur un voilier, surtout, là, je parle de la croisière, tu peux passer une journée finalement à pas faire grand-chose sans jamais t'ennuyer. Parce que, t'as toujours la mer autour, tu te sens bien, si t'as envie de t'intéresser à la navigation, y a plein de choses à faire. Si t'as pas envie, tu peux faire autre chose, tu peux barrer, enfin, voilà. Donc, je crois que le sentiment, c'est ça, c'est t'arrives et tu te dis, c'est magique, et en même temps, y a plein de choses à apprendre, et avec un vocabulaire un petit peu barbare, et très spécifique, le vocabulaire de la voile. Et du coup, t'as évidemment pas assez d'un week-end pour appréhender tout ça, quoi. Et du coup, ça t'a donné envie, peut-être d'en refaire. Du coup, t'as qu'une envie, c'est ça? C'est ça, de remonter sur un bateau. C'est de remonter sur un bateau, ouais. Ok. On va revenir là-dessus vraiment parce que c'est quand même une passion qui prend beaucoup de ton énergie, de ton temps, et puis ça t'apporte énormément de plaisir. Et juste pour revenir un petit peu sur donc t'as suivi des études en fait d'ingénieur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours après l'INSA, juste pour qu'on comprenne, puisque t'as développé des outils en fait en lien avec ça, mais si tu peux nous en parler un petit peu. J'ai été salarié chez France Télécom à l'époque et qui est devenu ensuite Orange. Donc j'ai fait toute ma carrière en tant qu'ingénieur dans l'informatique chez Orange. J'ai fait les 10 dernières années chez Orange en tant que directeur du centre de compétences accessibilité numérique. Oui. C'est-à-dire que donc de 2006 à 2016, j'ai voulu travailler sur cette exigence qu'est l'accessibilité numérique, puisque la loi de 2005 venait d'être votée, et donc elle rendait obligatoire le fait que toutes les entreprises publiques et les grandes entreprises comme Orange rendent accessible aux personnes handicapées, et notamment déficientes visuelles, tous leurs sites internet et toutes leurs applications sur mobile. Okay. Et donc il y avait un gros boulot, il y avait beaucoup de sensibilisation à faire, c'était tout nouveau comme sujet. Donc sensibiliser tous les projets et puis ensuite les accompagner, et qui considèrent vraiment que lorsqu'on développe un site internet ou une application mobile, l'accessibilité numérique, c'est une exigence à prendre en compte, au même titre que le fait que ce soit fiable, le fait que les temps de réponse soient bons. Mais surtout, donc, du coup, l'enjeu, c'était faire en sorte que tout ce qui démarre prenne en compte dès la phase de conception, de listing des exigences, prenne en compte l'accessibilité numérique. Parce que un truc qui est quasiment certain et important à avoir en tête, c'est que ça coûte pas plus cher si tu le prends en compte dès le début. Ça coûte pas plus cher de faire bien, donc accessible, que de faire mal. C'est-à-dire non accessible, et que de le refaire après. Exactement. Tandis que le refaire après, ça coûte de l'argent. C'est comme dans un immeuble. Si tu prévois l'accessibilité au moment de sa construction, ça va te coûter quasiment rien, alors que si tu dois
Ensuite, casser des murs, mettre un ascenseur qui n'était pas prévu, mettre un plan incliné qui n'était pas prévu. Enfin, ça va forcément te coûter pas mal d'argent. Oui. Dans l'informatique, c'est la même chose. C'était ça qui était important, en fait. Bien Et sûr. de faire en sorte que ça devienne Un automatisme de l'intégrer au départ. Ouais, exactement. Ouais. Et ça, c'est un grand défi et un grand succès. On a fait des choses super bien, dont je suis fier. Après, on a fait des trucs pas bien et dont t'es moins fier. Forcément. Quand je dis on, c'est les projets avec qui on bien travaillait. Sûr, ouais. Et est-ce que tu peux nous parler du projet C6 Voile ? Après ces 10 ans où j'ai travaillé sur l'accessibilité numérique chez Orange, je suis resté salarié d'Orange, mais j'ai été détaché donc dans une grande association de personnes déficientes visuelles qui s'appelle l'UNADEV, l'Union nationale des aveugles et déficients visuels, et pour travailler 5 ans à l'UNADEV dans le cadre de ce qu'on appelle un mécénat de compétences. C'est-à-dire que j'étais mis à disposition par Orange, mais je travaillais pour l'UNADEV. En gros, c'est un don que fait l'entreprise. Et donc ça, c'est un mécanisme qui existe chez Orange et qui est super. Et du coup, ça m'a permis donc de proposer à l'UNADEV de créer effectivement le projet C6 Voile. Alors le projet C6 Voile, donc on l'a démarré en 2017. Du coup, comme je disais, l'objectif c'est de permettre à des personnes déficientes visuelles de s'épanouir à travers la pratique de la voile. Alors pourquoi ? Parce que, à la base, la voile, c'est un sport qui est vraiment par nature adapté aux personnes déficientes visuelles parce que on s'appuie sur plein de sensations qui sont des sensations justement non visuelles. La première chose quand tu fais de la voile, c'est de ressentir le vent sur le visage. Donc ça, c'est quelque chose pour lequel tu n'as pas besoin des yeux. Et en plus, quand tu vois pas, souvent, c'est quelque chose que tu sens bien. Et puis ensuite, quand tu fais de la voile, tu as plein de repères qui te permettent de savoir ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe et du coup d'agir pour que ton bateau glisse sur l'eau le plus vite possible et dans la meilleure direction possible. Et quand tu dis plein de choses qui permettent de comprendre ce qui se passe à part le vent, qu'est-ce que ça peut être d'autre ? Ça va être par exemple l'équilibre de ton bateau, ce qu'on appelle l'assiette latérale ou longitudinale. C'est-à-dire qu'un bateau qui penche, en langage voileux on dit qui gîte, ça signifie quelque chose. Ça signifie qu'il y a de la puissance dans tes voiles. Un bateau qui se remet à plat, ça signifie justement qu'il y a moins de puissance dans tes voiles. Donc soit elles sont mal réglées, soit le vent amolli, soit tu as changé de direction. Tu vois, après il faut interpréter les choses bien sûr. En combinant plusieurs repères. Ouais. Mais voilà, une voile qui fait du bruit, quand elle se dégonfle, elle fait du bruit, on dit qu'elle faceille. Bon voilà, ça c'est un repère auditif qui te fait dire attention, j'ai plus mon bon angle par rapport au vent puisque ma voile elle n'est plus gonflée. Tu as une sensation de glisse aussi, tu sens. Avec l'habitude, tu sens bien si ton bateau il va vite ou pas, s'il glisse bien ou très bien par rapport au vent que tu reçois sur le bateau. Cette sensation de glisse, tu peux la conforter aussi par les écoulements d'eau que tu entends derrière le bateau. Tu peux vraiment associer ce que tu entends derrière le bateau au niveau des écoulements d'eau à la vitesse que tu as. Donc plein de choses comme ça. Puis à ça, tu peux rajouter des repères tactiles. Parce qu'on règle les voiles avec ce qu'on appelle des écoutes. Donc c'est des cordes. Mais sur le bateau, on parle jamais de corde, on parle de bout, et chaque bout a un nom particulier. Donc là, pour réglage des voiles, c'est des écoutes. Et donc, nous, quand on voit pas, on va aller toucher ces écoutes pour regarder la tension qu'elles ont, pour savoir justement si on a de la puissance dans la voile et si on est bien réglé ou pas. L'idée du projet C6 Voile, donc je l'ai pas dit, mais C6 Voile, ça veut dire, c'est comme voile et cécité en fait. Oui. Voilà, c'est de se dire, on sait que les non-voyants peuvent s'épanouir par le sport. Et parmi les sports qu'il est intéressant de développer, il y a la voile parce qu'à la base, c'est un super sport pour les non-voyants. C'est vraiment un sport où on peut pratiquer quasiment comme les voyants et avec vraiment beaucoup d'autonomie. Et puis, on a continué à développer des outils pour aller encore plus loin dans la pratique. Donc, des outils qui sont à la fois des outils pédagogiques et aussi des outils qui permettent vraiment de devenir complètement autonome, moyennant qu'un voyant supervise la sécurité sur le bateau, notamment préviennent les risques de collision, parce que ça, aujourd'hui, on n'a pas d'outils pour le faire. Mais moyennant ça, on peut naviguer en tant que non-voyant de façon complètement autonome. Et ça, donc, grâce à nos outils, qui sont Sarah, donc une application dont on pourra reparler, qu'on avait commencé à développer justement avec comme premier partenaire Orange, et qu'on a continué à développer avec l'UNADEV dans le cadre du projet C6 Voile. Tu peux nous dire ce que permet cette application Sarah, de manière concrète ? Donc Sarah, c'est une application sur iPhone. Et donc, grâce à un système d'annonce vocale automatique, elle donne au marin déficient visuel toutes les infos pour naviguer en autonomie. Alors, par exemple, elle va lui indiquer son cap, c'est-à-dire sa direction,
la direction du bateau, ou alors elle va lui indiquer la force et la direction du vent pour le conforter dans ses sensations. C'est des choses que le marin peut sentir, mais le fait d'avoir ces informations données par Sarah, ça le conforte ou ça lui dit s'il est en train de commettre une erreur. Et puis, Sarah lui permet aussi de se situer sur une route qu'on a préalablement créée en lui donnant sa position par rapport au prochain point de route qu'il doit atteindre. Donc, quelque part, il va remplacer un coéquipier voyant. Ça pourrait être ça, l'idée. C'est exactement ça. Quand tu navigues en croisière et que tu n'as pas Sarah, tu es amené à poser plein de questions à tes copains voyants pour accéder à l'information. Et quand tu as Sarah, tu n'as plus de questions à leur poser parce que Sarah te donne toutes les informations auxquelles tu n'as pas accès avec les yeux. Et soit, comme je le disais, Sarah te les dit avec un système d'annonce vocale automatique, oui. Un peu comme un GPS donne des informations au conducteur de la voiture, sauf que le GPS lui donne des ordres, alors que Sarah ne donne jamais d'ordre. Simplement, elle donne des informations et c'est à toi en tant que marin d'interpréter ces informations et de décider de ce que tu vas faire. Et du coup, non seulement t'embêtes plus tes copains, mais en plus, comme tu as toute la maîtrise de l'information, des fois, tu expliques à ton copain voyant qu'il est en train de faire une bêtise. C'est sympa, ça. Et ça, c'est génial. Et ça, c'est génial. Ça, j'adore. Mais alors, juste pour être sûr de bien comprendre, en fait, donc, tu es sur un bateau avec un copain voyant et l'application Sarah. Ou est-ce que tu peux naviguer uniquement avec Sarah sans ton copain? Seul, vraiment? Est-ce que c'est possible? Alors ça, c'est possible. C'est à la fois parce que c'était un rêve pour moi, puis à la fois justement pour faire la démonstration de nos outils que je l'ai expérimenté, cette faisabilité en mars dernier. En mars dernier, j'ai fait un périple autour du lac Léman sur 3 étapes, donc 3 jours consécutifs, 6 à 7 heures de navigation par jour. Au total, j'ai fait plus de 60 000, donc environ 120 km en 3 jours. Et je l'ai fait sur une navigation en solitaire, sur un dériveur adapté aux personnes handicapées. Donc très sécure, très marin. Et je l'ai fait grâce à Sarah. Sans Sarah, je pouvais pas le faire. Oui. Et grâce à un autre outil, on pourra en reparler, qui est une ceinture tactile qu'on a développée et qu'on connecte à une girouette à ultrasons. Donc on se connecte en Bluetooth à cette girouette. Et la ceinture, en fait, devient une girouette tactile. Elle vibre autour du ventre dans la direction d'où provient le vent. C'est un outil complémentaire qui nous conforte dans nos sensations de ressenti du vent. Mais comme tu disais, le voyant reste nécessaire sur la partie sécurité. Aujourd'hui, on ne sait pas gérer avec nos outils la détection de collision, que ce soit collision d'un obstacle sur l'eau quel qu'il soit, un casier, la côte, ou un autre bateau qu'on est en train de croiser. Donc mon raid en solitaire là du mois de mars sur le lac Léman, je l'ai fait accompagné d'un bateau sécurité à moteur en liaison radio. Et c'est lui qui m'avertissait des dangers potentiels. Oui, voilà. D'accord. Mais on a joué le jeu et réellement, c'est les seules informations qu'il m'a données. Et tout le reste, je partais de mon point A le matin, donc et le soir, j'arrivais au port qu'on s'était fixé comme destination le soir, en étant passé par l'ensemble des points de route qui constituaient la route que j'avais à suivre. Et donc ça, c'est une première, en fait. Je pense que c'est une première, ouais. Bah, ça a été magique, moi. C'était un peu un défi, parce que je savais pas ce que ça allait donner, parce que utiliser nos outils, j'ai l'habitude, oui. Parce qu'on est une équipe à les développer. Forcément, je suis un des premiers testeurs. Mais les utiliser sans filet, et en plus, sur 6 ou 7 heures de navigation par jour, je savais pas si j'allais tenir au niveau du cerveau ou pas. Oui, et puis 3 jours de suite, c'est ça? Et 3 jours de suite. Et en plus, voilà. Donc, non seulement ça a tenu, mais en plus, j'ai pas eu de surcharge mentale, quoi. Et je me suis vraiment éclaté, parce qu'en plus, on a eu des conditions vraiment sympa. On a eu du bon vent sur les 3 jours. Donc, ça nous a permis de faire nos étapes. On est parti de Sciez, là où je m'entraîne, où je suis licencié, à la base nautique de Sciez, côté français du lac Léman. Descendu en direction de Genève, côté français. On a traversé le petit lac. Et le soir, on était à Prangin, donc à côté de Nyon, en Suisse. Après le 2e jour, on a fait une petite étape à midi à Morges. On a retraversé le lac sur sa plus grande largeur pour aller à Évian. Et le soir, donc, on était à Évian. Et le 3e jour, c'était une étape un peu plus petite. Évian, Thonon, Sciez, donc côté français, un peu plus petite, mais par contre hyper musclée, parce que là on s'est pris des conditions de ouf. On s'est pris 25 nœuds devant Thonon, à la pointe de Ripaille, au près, c'est-à-dire des conditions sportives, où il faut remonter au plus près du vent. Là, il y a un moment donné, j'ai cru que ça passerait pas, parce que c'était vraiment hyper sportif. Et puis on l'a fait, mais du coup, on avait des creux d'1,50 m, mais du coup, ça a donné encore plus de valeur au truc, quoi. Après, on est arrivé à Sciez, on était quand même bien rincé. Une fois que tout
toute l'excitation était retombée. Et donc, je dis on, puisque j'étais accompagné au niveau de la Sécu par Gilou, donc le directeur de la base nautique de Sierre, qui est à la fois mon équipier en régate handi valide et notre coach en paravoile et en blind sailing. Et puis par Ange, donc, qui est mon équipier en paravoile, avec qui on vient de remporter le titre de championnat du monde. Et voilà, c'était sympa de le faire avec Ange. Alors pour lui, c'était pas un défi, parce que Ange, il a un handicap, hein, évidemment, il a un firme moteur cérébral. Mais je dirais, si, pour lui, le défi, c'était peut-être l'aspect fatigue. Et est-ce que tu as envie de retenter cette expérience de naviguer seul, ou c'était vraiment aussi comme un défi pour tester tes outils? C'était à la fois un défi et un rêve. C'était aussi, l'objectif, c'était de faire parler des outils, de montrer qu'avec les outils, on pouvait, c'était pas du baratin, quoi, qu'on peut vraiment naviguer et gérer sa route en solitaire. Sous une forme ou sous une autre, j'ai envie de refaire des choses, mais il faut que tout le monde soit d'accord et il faut que ça vaille le coup. Ouais, c'est solitaire sans être solitaire. Hein. C'est solitaire avec toute une équipe derrière. Moi, je dis toujours, tu fais rien tout seul. C'est toujours une équipe qui gagne. Moi, tout seul, j'aurais pas fait tout ça. Parce qu'en fait, ma vie de marin, si on y revient vite fait, je te racontais tout à l'heure que j'ai démarré en croisière avec mes potes. Et donc ça, je l'ai fait une quinzaine d'années, donc jusqu'en 2009, et je continue à le faire. Mais en 2009, la rencontre qui a été déterminante, c'est quand j'ai trouvé sur Internet qu'il y avait cette petite association Orion à Brest qui faisait des choses pour les marins déficients visuels, et notamment organisait des stages pour les perfectionner. Je suis allé faire un stage à Brest avec Mathieu. J'ai coutume de dire qu'en une semaine, j'en ai appris autant qu'en 15 ans de croisière. Parce que Mathieu avait développé cette pédagogie adaptée. Il s'était mis à notre place. Et donc, il savait nous dire sur quels repères nous appuyer, nous qui voyons pas, pour être capable de faire marcher le bateau. Et donc, ça a été une semaine magique et où j'ai découvert aussi ses outils. Et lui, il avait commencé à développer un peu ce que j'appelle l'ancêtre de Sarah, un truc qui s'appelait Sea Touch. Et quand je suis parti au bout d'une semaine, j'ai dit à Mathieu, d'abord, je vais revenir tous les ans. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis revenu tous les ans et il m'a beaucoup fait progresser. Et on est devenus super potes et j'ai intégré l'assaut dans le bureau et tout. Et ensuite, je lui ai dit, ce que tu as développé, c'est super, mais il faut pas que ça existe que sur un seul bateau à Brest. Il faut que n'importe quel marin déficient visuel qui aille sur n'importe quel bateau, il puisse avoir dans sa poche l'équivalent de ce que tu as commencé à développer. Et c'est comme ça que 2 ou 3 ans après, en 2012-2013, on a décidé de lancer le développement de Sarah sur iPhone. Et alors justement, en fait, tu nous as parlé tout à l'heure de Ange, qui était avec toi en mars pour la traversée du lac Léman. Vous avez gagné donc tous les deux le titre de champion du monde de paravoile. Donc c'était à La Haye, c'est ça? Ouais. Et c'était en 2023 aussi, enfin tout récemment. Donc une année incroyable quand même entre mars. En août dernier, ouais. C'était en août dernier. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience? Donc une année incroyable et oui, bien sûr. Parce que quand même, si tu as eu vent c'est ça. de ce qu'on fait en voile, c'est grâce à ce titre. Ouais, ce titre avec Ange, c'est juste extraordinaire. Pour nous, c'est un aboutissement, quoi. Avec Ange, c'est un projet qu'on a depuis 2 ans, même si on s'est rencontrés depuis un peu plus longtemps. Là aussi, pas tout seul, mais grâce à Pierre Gins, qui est à Ajaccio et qui développe le handivoile à Ajaccio et qui nous connaissait tous les deux et qui, à un moment donné, s'est dit que ça pourrait être une bonne idée qu'on fasse un équipage. Et donc, on l'a proposé à Ange il y a exactement 2 ans. Et Ange a tout de suite adhéré. Donc, l'idée, c'était de créer cet équipage en double pour faire les championnats du monde paravoile. Donc, sur un bateau qui s'appelle RS Venture Connect. Ce qui est intéressant sur ce bateau, c'est que c'est un bateau assez sportif. Qu'est-ce que c'est comme type de bateau? Alors, c'est un dériveur qui fait 5 mètres à peu près. Et ce qui est intéressant sur ce bateau, c'est que non seulement il a ce qu'on appelle un SPI, c'est-à-dire que quand le vent vient de l'arrière du bateau, tu utilises cette voile qui est le SPI, qui est une voile super fun en fait. C'est une grande voile qui se gonfle à l'avant du bateau, qui est en tissu très fin, ce qui fait un peu comme une bulle et qui permet d'atteindre des vitesses plus importantes et qui procure beaucoup de sensations. Et puis l'autre intérêt de ce bateau, c'est que dès qu'on a un vent médium, on va dire, 10 nœuds de vent, ce qui correspond à peu près à 20 km/h, c'est un bateau qui gîte beaucoup et sur lequel il faut vraiment bien gérer la puissance dans ses voiles. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un vrai boulot en binôme entre le barreur, donc qui est Ange, et puis la personne qui régule, on appelle ça, donc qui régule la grand voile, et donc en l'occurrence moi. Et voilà. Et du coup, c'est vraiment un bateau sur lequel il y a plein de choses à gérer et c'est super intéressant. Ok, donc il y a 2 ans, vous décidez de vous lancer dans cette expérience. Est-ce qu'il y a des sélections avant d'arriver
Alors, la participation des championnats du monde? les championnats du monde paravoile, donc c'est les championnats du monde dans lesquels il y a 4 catégories et donc qu'on appelle paravoile parce que c'est le niveau sportif le plus haut du handivoile. C'est-à-dire c'est les catégories anciennement paralympiques. Et là, ce qui était intéressant dans ce championnat du monde à La Haye, justement, c'est que pour la première fois, c'était un championnat du monde en inclusion. C'est-à-dire qu'on avait au même moment et dans le même pays les championnats du monde pour les valides avec les 10 catégories olympiques et les championnats du monde pour les personnes en situation de handicap avec les 4 catégories paralympiques. Donc c'est ça qu'on appelle le paravoile, même si malheureusement, aujourd'hui, la voile n'est plus paralympique. On n'est plus aux Jeux paralympiques, même si la voile pour les valides est encore aux Jeux olympiques, heureusement. Et donc sur ces catégories-là, donc qui sont les plus hauts niveaux de championnats du monde qui existent, effectivement, on a le droit à un équipage par pays. Donc il faut être sélectionné et retenu au niveau de la Fédération française de voile. Il y a certaines conditions à remplir, donc lettre de motivation, CV avec les résultats que tu as sur d'autres régates, participation aux stages nationaux, et puis que du coup le directeur technique national valide ou pas ta candidature. Ouais. Voilà. Donc vous avez été sélectionné pour représenter la France pour ce championnat du monde de 2023. Alors. Exactement. C'était déjà une belle étape? Ou pour vous c'était un peu un acquis ou non, alors c'est un bateau qui est récent. C'était ça l'intérêt aussi de se lancer dans le projet il y a 2 ans, puisque c'est un bateau qui est paralympique depuis quelque chose comme 5 ans, 4 ou 5 ans. Et donc, c'est vrai qu'il n'est pas encore très développé en France. Donc, aujourd'hui, le fait d'être sélectionné, c'était pas un acquis, mais c'était pas le plus compliqué. Il y a d'autres catégories où il y a un peu plus de compétition. Voilà. Par contre, ce qui était ensuite difficile, c'était quand même de représenter la France avec un bon niveau. Et je pense que, de toute façon, le DTN nous aurait pas sélectionné s'il avait considéré qu'on n'avait pas le niveau pour faire un bon résultat. Ça, c'est sûr. Nous, ce qui s'était passé, donc, du coup, dès qu'on a lancé le projet avec Ange et Pierre, et puis ensuite Gilou, donc notre coach à la base nautique de Sierre, l'objectif, c'était La Haye. Et on savait qu'il y avait un intermédiaire qui était le championnat du monde à Oman en 2022. Mais pour nous, c'était vraiment un point de passage, même si on voulait faire le mieux possible et si possible un podium. Voilà, notre vrai objectif, c'était La Haye. Du coup, à Oman, on a participé, on a fini 5e. Ça a été une super expérience et je pense que quand on a fait le bilan d'Oman, on a vu ce qui fonctionnait bien, on a vu ce qui fonctionnait moins bien. Ce qui nous a permis de gagner à La Haye, c'est qu'on a vraiment travaillé sur nos points faibles. On s'est vraiment beaucoup entraîné au printemps et on a fait une préparation complète. Et je pense que à Oman, on était un équipage qui fonctionnait, mais à La Haye, on était un équipage avec une vraie, il y avait une vraie symbiose, quoi. On avait redéfini les rôles, on avait bien redéfini ensemble ce que chacun attendait de l'autre. Ange, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est un jeune. Il a 25 ans, donc ça pourrait être mon fils. Et donc ce côté intergénérationnel, il est super. Et il est vraiment talentueux. C'est vraiment un excellent régatier. Donc je le sais. Et c'est vrai qu'à Oman, j'étais plus dans une disposition d'esprit où je me disais, je fais mon job. Et pour le reste, il y a Ange gère. Voilà, mon souci, c'est de faire en sorte de le mettre dans les meilleures conditions, mais ça s'arrête là. Après, Oman, on a beaucoup discuté et j'ai pris conscience qu'il attendait aussi de moi que j'apporte aussi beaucoup en termes d'expression de mes sensations et qu'on soit tous les deux à décider si le bateau glisse bien et tous les deux à décider si on est dans le bon angle au vent, enfin, ce genre de choses. Ouais, une vraie équipe, quoi. Et il y a eu une vraie équipe, un vrai dialogue et voilà. Génial, hein, parce que le résultat, du coup, premier champion du monde, c'est incroyable. Et bravo. Du coup, ouais, merci. Du coup, après, voilà, c'est vrai que la compète, ça a été génial. Ça s'est passé comme dans un rêve. Qu'est-ce que t'as ressenti Des émotions hyper fortes. Des émotions hyper fortes. Moi, il y a des moments que j'oublierai jamais, quoi. C'est la 9e course qui fait que quand on gagne cette 9e course, on est sûr d'être champion du monde avant même la 10e. Et là, on le sait à l'arrivée. Et là, le dernier bord, t'es sur l'eau, mais en fait, t'es sur ton nuage. Parce qu'en plus, on avait mis quand même pas mal de distance au 2e sur cette manche-là. Et du coup, tu profites, quoi. Vous avez pu profiter de la 10e manche comme des fous, quoi. Parce que après, c'était fait. Ouais. Oui, on en a profité, mais c'est le meilleur souvenir, c'est la 9e, quoi. La 10e, il y avait plus d'enjeux. Les enjeux, il y avait plus d'enjeux, mais nous, on s'est fait un point d'honneur à la disputer hyper sérieusement pour pas influer sur le classement. Parce que en fonction de notre place, ça pouvait changer le podium, selon qu'on soit devant ou derrière certaines équipes. Donc on l'a fait. On finit 2e de cette manche-là et à 5 mètres du premier, et on n'est pas content parce qu'on voulait la gagner. Donc, des vrais champions, quoi. Qui veulent tout gagner. Ouais, c'est vrai que, ouais.
Ouais. Non, mais ce qui a été génial, c'est que notre travail, il a payé et on est arrivé avec tout n'était pas parfait. On a des points à travailler. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que on allait super vite. Et ça, on s'en est rendu compte très vite. Par rapport aux autres, on allait très vite. Et ça te simplifie plein de choses, quoi. Une fois que tu as la vitesse, on avait beaucoup travaillé les manœuvres aussi. Donc, une fois que les manœuvres sont fluides, que tu perds pas de temps sur les manœuvres, voir que tu en gagnes par rapport aux autres. La lecture du plan d'eau et la stratégie, la lecture du plan d'eau, Ange, c'est vraiment une de ses qualités premières. La stratégie, à tous les deux, c'est quand même aussi un point fort. On n'a pas eu de gros soucis parce que ça peut toujours arriver, des casses matérielles ou un départ prématuré qui peuvent remettre en cause complètement une régate. Là, c'est des choses qu'on n'a pas eu. Quand on a eu des petits soucis matériels, ils se sont passés au bon moment et du coup, ils n'ont pas eu de conséquences sur le classement. On a eu un problème une fois sur un spi, mais on l'a eu en fin de manche. Du coup, on a pu résoudre le problème après l'arrivée et ça nous a pas pénalisé. Sur la 9e course, donc celle qui nous assure le titre, on a aussi un problème quand on doit hisser le spi au début du dernier bord. Et là, du coup, parce qu'on a un gros nœud dans la drisse, c'est-à-dire la corde qui permet de monter le spi, donc on a la bonne réaction déjà, on s'énerve pas, on descend avec nos 2 voiles en ce qu'on appelle en ciseaux les deux, c'est-à-dire en raccourcissant la route en fait. Et pendant ce temps, moi, j'essayais de défaire ce nœud parce que sans spi, tu vas quand même beaucoup moins vite, donc on avait un risque que l'autre nous rattrape. Et là, je me souviens, on est resté zen, Ange, il a géré sa barre, et moi, je me souviens très bien que je me suis dit, bon, Olivier, ça, c'est le nœud le plus important de ta vie. Il faut y arriver. Et j'ai mis une éternité, mais j'y suis arrivé. Et quand le spi est monté, j'ai demandé à Ange, est-ce que les deuxièmes sont passés? Et il m'a dit non. Donc déjà, on avait gardé notre première place. Et du coup, là, c'était fini. C'était fini. On savait que c'était gagné, quoi. Et le fait qu'on ait eu cette petite embrouille qui aurait pu nous coûter la première place, pas le titre, mais en tout cas, on n'aurait pas eu le titre tout de suite. Je pense que ça a décuplé encore le bonheur qu'on a eu sur cette arrivée-là, quoi. Donc, tu vois, il y a eu un enchaînement de choses qui était magique, quoi. Puis après, ce que je retiens aussi, c'est on s'était bien préparé psychologiquement et je retiens beaucoup de sérénité, quoi. Comment tu te prépares psychologiquement pour un événement comme celui-ci? On s'est carrément fait accompagner par une psy qui nous a aidé à faire en sorte que notre stress soit du stress positif. Et que même quand il y a un imprévu qui peut pénaliser ta course, d'être capable de rebondir. Et puis, quelques petits trucs, quoi. Se donner des petits leitmotifs qui évacuent le doute, en fait. Qui te rappellent que je suis bien préparé, je peux gagner, c'est qu'un jeu. Enfin, tu vois, des choses... bien c'est sûr, un jeu avec un jeu, mais ça reste un jeu. Enfin, se mettre dans les conditions de... J'y vais, je suis au taquet. Mental, quoi. Mais je suis serein, mental. quoi. Ouais. Mais je suis serein. Et vous avez travaillé ça ensemble, le travail avec la psy, ou c'était chacun de son côté, ou c'était vraiment un travail avec... Les deux, en fait. Et voilà, et ce qui ressort, c'est ça, c'est des jours qui ont été un peu magiques, un peu déconnectés du monde aussi, parce que moi, je me suis bien déconnecté. Ouais, on s'était donné les moyens. On avait le coach de la Fédé, on avait Gilou, donc notre entraîneur en club, on avait des accompagnatrices pour la logistique. On était aussi avec les autres jeunes de l'équipe de France, qui étaient en catégorie solo. Donc ça, c'était sympa aussi. On a partagé ça avec eux. Donc non, ça a été vraiment un chouette moment. Ouais, c'est toujours émouvant d'en parler. Et je suis super content de l'avoir fait avec Ange. Et Ange, il a 25 ans, c'est son premier titre de champion du monde. Il avait déjà eu des résultats chez les jeunes. Et je pense que pour lui, ça lui ouvre une super carrière, quoi. Et je suis d'autant plus content que déjà, il y avait déjà une vraie complicité, mais là, on a vraiment ça crée des liens très forts et ça, c'est chouette humainement. Et je suis d'autant plus content que, au départ, associer Ange et moi, c'était aussi un challenge et pas forcément gagner. Je dis ça parce que Ange, donc, qui est infirme moteur cérébral, son handicap, c'est un petit handicap moteur au niveau d'une jambe, un handicap au niveau d'une main qu'il a du mal à maîtriser, et puis un problème d'élocution. Ange, il parle un petit peu comme quelqu'un qui a fait un AVC. Et du coup, associer Ange avec ce problème d'élocution et moi qui vois rien, et donc j'ai besoin qu'on me audio décrive les choses, on pourrait se dire que c'est pas une bonne idée d'associer ces deux types de handicap. En fait, on a super bien bossé la communication et il y a eu zéro souci par rapport à ça. C'est-à-dire que Ange dit les choses de façon précise, un mot suffit à se comprendre et franchement, c'est peut-être la plus belle leçon, ce truc-là, je trouve. Comment tu vis, en fait, le retour? Parce que là, tu as des émotions hyper fortes, c'est exceptionnel. Et puis après, tu reviens à Lyon. Peut-être que c'est moins intense. Comment tu vis ça? C'est difficile à décrire. D'abord, tu es sur ton nuage. Quand on est revenu, on est des bons vivants, donc on a bien arrosé ça aussi, entre nous et avec les copains.
Et un truc qui prédomine quand même, c'est le sentiment d'avoir fait un truc de ouf et que voilà, c'est un aboutissement et c'est un truc qu'on t'enlèvera jamais. Tes émotions, tes moments, tu seras toujours champion du monde par la voile 2023 et c'est chouette. J'ai eu aussi un petit coup de blues. Ça, je pense que c'est le balancier en fait. T'as eu tellement des belles émotions que derrière, quand ça retombe, tu te dis c'était peut-être trop. Tu te dis ça, c'est peut-être trop? Ouais, tu te dis t'es content parce que t'as plein de messages, t'as tes copains qui t'appellent, t'as aussi des journalistes qui veulent faire un article et tout, donc t'es content. Puis au bout d'un moment, tu te dis mais c'est peut-être trop en fait. Et puis aussi, je pense que c'est surtout le balancier, le retour chez toi et puis à la vie quotidienne. À un moment donné, tu te dis voilà, le fait que tu aies vécu des émotions hyper fortes et que tu sois encore un peu sur ton nuage, et ensuite quand ça retombe, c'est peut-être un peu normal que t'aies pas la pêche tout de suite, quoi. Oui, bien sûr, ouais, c'est ça. C'est tellement extrême, intense, qu'après ça redevient un peu plus flat et voilà, faut te retrouver dans cette chose plus équilibrée. Et après ça, les projets futurs, est-ce que tu es motivé pour d'autres challenges, d'autres projets? Carrément, ouais. Ouais, ok. Quand je dis c'est un aboutissement, je sais pas si c'est le bon mot. C'est un aboutissement effectivement des 2 ans de boulot et puis plus qu'un aboutissement, c'est peut-être une apothéose, j'en sais rien. Mais en tout cas, après, il y a plein de choses encore à faire, ouais. Et ouais, carrément. Et justement, le fait de repartir dans tes projets fait que... Oui, tu reviens sur quelque chose de plus normal. Tu repars dans tes projets et puis ça reste et c'est génial de continuer à le partager. Mais voilà, au contraire, moi je trouve que c'est un booster parce qu'on a encore plein de projets de développement et puis encore plein de projets sportifs. Est-ce qu'il y a un projet peut-être dont tu peux nous parler, un projet futur? Des projets, il y en a plein. À très court terme, on va faire un championnat du monde handi valide, donc avec Gilou au Portugal au mois d'octobre. Mais ça, c'est la vie de nos régates. Et ensuite, un projet qui est vraiment le projet essentiel de l'année qui vient, c'est le fait qu'on organise chez nous, donc à la base nautique de Sierre, sur le lac Clément, le championnat du monde de blind sailing, c'est-à-dire de voile aveugle, en juin 2024. On organise ce championnat du monde. Voilà. Donc ça, c'est un format où on est 3 déficients visuels par bateau, sans voyants à bord, et on fait ce qu'on appelle des matchs, c'est-à-dire c'est du 1 contre 1, et on rencontre tous les autres concurrents. On se repère sur le parcours, non pas avec Sarah, puisque ça, on l'a pas encore fait homologuer, entre guillemets, dans ces compétitions internationales, mais avec un système de bouée acoustique. C'est un double challenge, parce que c'est le challenge d'organiser un super bel événement à Sierre, parce que forcément, je vais beaucoup m'investir dans l'organisation. Et participer aussi. Et voilà, donc super bel événement et de faire venir un maximum de pays. Et c'est bien parti, parce qu'on a quand même déjà depuis plusieurs années créé des liens avec l'Angleterre, l'Italie, la Suède, le Japon, l'Israël. Il y aura aussi le Canada, les États-Unis. Donc voilà. Et puis, le double challenge, c'est que on va avoir une et j'espère 2 équipes françaises. Et moi, de toute façon, je ferai partie d'une des deux. Et le but du jeu, c'est d'être sur le podium, quoi. Ah bah oui, attends, après avoir été champion du monde à La Haye. Je dirais que... En tout cas, c'est ton ambition. Ou... oui, parce que pour nous, cette pratique blind sailing, pour moi, je la mets au même niveau que le paravoile. C'est-à-dire, c'est des pratiques où vraiment, on va au bout du bout en termes d'autonomie. On n'a pas de voyants pour nous aider, entre guillemets. Et du coup, c'est la preuve qu'on peut ne pas voir et régater avec performance, quoi. Et pour nous, c'est la liberté totale, en fait. Et c'est la première fois qu'existe cet événement-là, Championnat du monde 2024, ça sera la première année? Non, ça sera la reprise après le Covid. Ça a mis un peu de temps à redémarrer après le Covid, mais ça existe. Alors, ça existe depuis plus de 20 ans, je dirais 25 ans maintenant, c'est le championnat du monde blind sailing. Mais nous, la France, on était un petit peu en retard. Il y a eu très peu de participation française. Ça doit se compter sur, ça doit être 1 ou 2. Ok. Et de façon très ponctuelle. Et c'est vraiment le projet Cécile Voile qu'on a créé en 2017 qui booste la pratique en France et qui fait que maintenant, on est capable d'aligner 1 voire 2 équipes et qu'on est capable d'organiser le championnat. Ouais, parce que l'organiser, c'est encore autre chose, quoi. Et qu'on devient, je dirais, un des acteurs majeurs du développement du blind sailing au niveau international. Et moi, d'ailleurs, je suis dans le bureau de blind sailing international depuis 2 ans maintenant. Et comment t'arrives à trouver du temps pour faire autre chose? Je dors beaucoup. Tu dors beaucoup. Et du coup, quand je suis réveillé, t'es en forme et tu fais plein de trucs. Ah oui, j'allais dire. Non, je pensais que t'allais me dire je dors pas beaucoup. Non, c'est ça qui est bien. Non, tu dors beaucoup. Ça, c'est une belle notion de vie, une belle. Ouais. C'est exactement ça. Il y a des gens qui te répondent. Ah non, je dors pas. Je dors pas. Je suis fatiguée et du coup, non, mais toi, tu dors beaucoup. Ça, c'est chouette. Déjà, comme je disais, je suis pas tout seul.
moi, souvent, j'aime bien lancer les trucs et après les faire avec d'autres. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles, en tant que déficient visuel, je suis pas efficace en plus. Donc voilà. Ouais, c'est bien de compléter. Puis après, prioriser, avec une quoi. équipe. Faire plein de choses en essayant de pas trop se disperser. Ah ouais, mais- et de bien dormir. Et de bien dormir. Je me disais, faudrait que je te réinvite pour ton autre passion qui est la chanson, mais j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu quand même. Ouais. Parce que je sais, enfin, on en a un petit peu parlé et tu me disais que tu avais fait une chanson notamment en lien avec la voile. Donc, voilà, que tu nous parles un petit peu cette passion. Et puis, ce serait l'occasion, en fait, de faire écouter à nos auditeurs la chanson. Comment c'est venu et depuis quand, en fait, tu chantes et tu écris aussi, hein? La chanson, je dirais peut-être avant la voile, c'était ma première passion. Maintenant, la voile a un peu pris le dessus en termes de temps. Et je m'étais dit, pendant le Covid, il faut que je rééquilibre ça. Parce que pendant le Covid, j'ai redécouvert le plaisir de jouer de la musique et de chanter tous les jours. Parce que pendant le Covid, du coup, le soir à 20h, tous les soirs, je faisais pour le quartier une chanson. Je m'amplifiais. Sur mon balcon, je faisais une chanson tous les soirs à 20h. Génial. C'était génial, ouais. Et du coup, ça a duré quand même quelques semaines, le confinement. Donc, au début, je vivais sur mes acquis. Puis, je voulais pas faire trop de chansons à moi, donc je faisais surtout des reprises. Et puis après, au bout de 2 ou 3 semanes, il a fallu que je me mette à bosser des chansons pour en avoir une différente chaque soir. Et voilà. Et donc, c'est vrai, j'ai vraiment retrouvé ce plaisir de la chanson pendant le confinement. Et je m'étais dit que je rééquilibrerais. Alors, j'ai un peu rééquilibré quand même, mais pas autant que je voudrais. Parce qu'effectivement, au niveau de la chanson, peut-être ce qui me fait le plus plaisir, c'est l'écriture de chansons. Et je voudrais bien enregistrer un 4e album. J'en ai déjà enregistré 3. Il est écrit aux 3/4, mais il faut que je le termine. Qu'est-ce que tu écris? C'est des chansons françaises? C'est tout, ouais. C'est des paroles en français. Et après, d'un point de vue style, moi, je m'accompagne à la guitare, donc le style, je dirais, c'est folk. C'est de la chanson française, ballade, folk. Dans cet esprit-là, après, c'est très varié, donc c'est difficile à définir. Oui. Okay. Moi, je joue très peu de guitare électrique, mais je suis toujours accompagné d'un guitariste électrique. J'adore ce côté un peu crade, un peu rock. Donc la base, c'est basse, batterie, guitare électrique et acoustique. Et tu fais des concerts aussi de temps en temps? Ouais. Alors là, c'est pareil. J'ai plus le temps de démarcher, mais j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup de mes propres chansons, souvent en duo, justement, à 2 guitares. Et puis maintenant, je reprends les concerts cette année avec un groupe qu'on a reconstitué avec des copains. On fait 3/4 reprises et 1/4 de mes chansons. Voilà. Mais j'aimerais bien reprendre des concerts avec que mes chansons aussi, ouais. Et tu as des lieux privilégiés où tu joues à Lyon? Typiquement, cette année, j'ai joué dans le Beaujolais pour une grande fête. Et je joue aussi dans les associations, dans les médiathèques. Et cette année, récemment, on a joué à la base nautique de Sciez, puisqu'il y a une animation tous les mercredis soirs pendant l'été. Donc on a clôturé la saison le dernier mercredi d'août. La prochaine chanson que je vais enregistrer, c'est une chanson qui s'appelle Un vent de liberté, et donc qui joue un petit peu les 2 passions, la chanson et la voile. Voilà. Et c'est une chanson qui exprime le ressenti des marins non-voyants et quel sentiment de liberté, justement, on peut éprouver. Génial. Et la différence qu'il y a d'être sur un voilier où tu as l'impression qu'il n'y a pas d'embûche, que tu glisses sur l'eau et que tu gères ça très bien. Et puis la différence avec le fait d'être à terre, où là tu te sens vraiment comme une personne à mobilité réduite, parce que sans ta canne, tu peux pas te déplacer. Et même avec ta canne, tu le fais, mais c'est pas forcément fluide. Ça demande de l'énergie et c'est pas fluide. Ouais. Exactement. Et le fait que quand on est sur le voilier, on oublie complètement le handicap. Ça commence en disant « Un vent de liberté souffle sur mon visage et sensation étrange, j'oublie ma cécité ». Mais c'est exactement ça. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais transmettre à nos auditeurs concernant le monde de l'handicap ou l'importance de suivre ses passions un petit peu générales? Concernant le handicap, je crois que le plus important, c'est de se dire qu'il faut accepter son handicap. Ça, c'est la première étape. Parce que c'est vrai que tant qu'on l'accepte pas, ça génère plein de barrières, quoi, en fait. C'est problématique. Parce que du coup, on n'est pas bien dans sa peau. On n'a pas la dynamique pour entreprendre des choses, quoi. Ça, c'est la première chose. Et après, la deuxième chose, entre guillemets, malgré le handicap, ne pas se mettre ses propres barrières et au contraire, écouter ses envies, ses aspirations et puis essayer de vivre ce qu'on a envie de vivre avec le plaisir que ça peut nous donner, quoi. Ouais. C'est ça, la vie. Quitte à ne pas réussir, quitte à ce qu'on essaye, ça fonctionne pas. Moi, j'ai raté plein de trucs, mais je dis toujours à mes enfants,
Ils vont se marrer s'ils entendent ça. J'espère qu'ils l'entendront. Le seul échec dans la vie, c'est de ne pas essayer. Si déjà tu te mets ta propre barrière et que tu n'essaies pas, t'as échoué. Ce qu'on dit là, c'est valable effectivement et important à dire pour les personnes en situation de handicap, mais c'est valable d'une manière générale pour toutes les personnes valides. Et puis voilà, avec un vrai moteur qui est l'envie, le plaisir. C'est Brel qui disait le talent, c'est l'envie. Il allait très loin du coup, parce que je pense que dans le talent, il y a autre chose que l'envie. Mais en tout cas, si ton moteur, c'est pas l'envie, tu iras pas loin, quoi, en fait. S'il y avait une personne, en fait, que tu aimerais entendre à ce micro, une personne qui t'inspire particulièrement, que ça soit dans l'univers de la voile ou dans ta vie, ou voilà, qui ça serait? Là, le premier nom qui me vient à l'esprit, c'est Ange. C'est un gars extraordinaire et pour ce qui est d'essayer de te faire tomber les barrières, c'est un super exemple. Ouais. Je sais pas s'il m'a inspiré, mais je pense en tout cas, on s'inspire mutuellement. Ce qu'on a vécu, ça crée des liens. C'est ça. Et quand je suis retourné à Sierre 15 jours après qu'on se soit quitté à la fin du championnat du monde, j'y suis retourné pour un stage et aussi parce qu'on avait une soirée où on célébrait notre médaille avec les partenaires, plein de gens du club, de la région, du département, du monde de la voile et tout ça. Ça a été assez impressionnant. C'est-à-dire, je suis arrivé à Sierre, on s'est posé. Ange n'était pas encore là. Il était allé chercher quelqu'un à la gare. Et quand il est arrivé, j'ai eu plein de frissons. J'ai senti que j'avais le sourire, mais que tu peux pas empêcher, quoi, jusqu'aux oreilles. Et presque les larmes aux yeux. Et donc, c'est dingue, quoi. C'est dingue. C'est pour ça que quand tu me poses la question aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, je pense qu'Ange, il aurait plein de choses intéressantes à dire. Et alors, la question qui est un petit peu une question signature du podcast, en lien avec le nom du podcast qui s'appelle Les yeux qui pétillent, quel a été pour toi le dernier moment qui t'a fait le plus pétiller les yeux? C'est à l'instant, quand je parlais d'Ange. Ça s'est vu. Ouais. Vraiment, merci beaucoup, Olivier, pour ce temps et puis pour tout ce que tu as pu nous transmettre. C'était vraiment très chouette. Je te remercie beaucoup. Merci aussi pour ta confiance parce qu'on se connaissait pas du tout. Il n'y a pas d'épisode diffusé. Donc, tu m'as fait confiance. Merci pour ça. Et je te suivrai dans tes prochains défis. C'est moi qui te remercie, Laurence. C'était un plaisir. Je vous laisse maintenant découvrir 2 compositions d'Olivier en lien avec sa passion de la mer. Les bateaux et la mer sont partis sans rien dire, en montrant ce drôle d'air qui fait craindre le pire. Ils emportent avec eux dans les filets du temps la douceur et le feu de tes plus beaux instants. Les bateaux sont partis sans rien dire à personne. On se sent tout petit quand le destin résonne. On cherche la douleur, on pense à l'autre rire. On sent son propre cœur qui part à la dérive. Des Açores aux Maldives, ce soir le temps se fige. La mer trop possessive veut son enfant prodige. Elle t'a pris dans ses bras pour mieux te protéger. Et Pendouille, c'est comme ça, ne veut plus naviguer. Elle t'a pris dans ses bras pour mieux te retenir. Jamais la pointe du raz ne te verra repartir. Les bateaux et la mer ont fini leur carrière, on ne les verra plus aussi beaux, aussi fiers, des marins éternels. Pourtant naviguent encore, vibrant d'une étincelle qui fait battre le corps. Les
plus profond des mers. L'horizon est sauvage quand le temps est amer. Ainsi naviguent encore des marins éternels, une larme dans chaque port pour ceux que Dieu rappelle. Des Açores aux Maldives, ce soir le temps se fige. La mer trop possessive veut son enfant prodige. Elle t'a pris dans ses bras pour mieux te protéger. Et Pendwick, c'est comme ça, ne veut plus naviguer. Elle t'a pris dans ses bras pour mieux te retenir. Jamais la pointe du Raz ne te verra repartir. Les bateaux et la mer ont fini leur carrière, on ne les verra plus aussi beaux, aussi fiers, aussi beaux, aussi fiers. Ils emportent avec eux dans les filets du temps la douceur et le feu. Les enfants d'un géant. J'aimerais avoir le talent d'Higelin pour te dire que je t'aime. Le talent d'Higelin pour te dire que je t'aime tel que tu es. Je veux te prendre et te surprendre, te caresser, te faire vibrer dans le creux de tes reins. Je mets le cap sur tes seins et tu gites. Et tu t'agites, tu gémis comme le vent du large dans la grande voile. Et tu gites, et tu t'agites, et tu frémis comme les vagues sous la risée fatale. Tu es belle comme les nuits sous les étoiles. J'aimerais avoir le talent d'Aubert pour te dire que je t'aime. Le talent d'Aubert pour te dire que je t'aime à l'infini. Je veux te prendre et te reprendre, te dévêtir, te faire pâlir dans les creux du désir. Je sais le cap à tenir. Et tu gites, et tu t'agites, tu gémis comme le vent du large dans la grande voile. Et tu gites, et tu t'agites, et tu frémis comme les vagues sous la risée fatale. Tu es belle comme les nuits sous les étoiles. Tu gémis comme le vent du large dans la grande voile. Et tu gites, et tu t'agites, et tu frémis comme les vagues sous la risée fatale. Tu es belle comme les nuits sous les
étoiles. Et tu gites, et tu t'agites, tu gémis comme le vent du large dans la grande voile. Et tu gites, et tu t'agites, et tu frémis comme les vagues sous la risée fatale. Tu es belle comme les nuits sous les étoiles. J'espère que vous avez aimé cette conversation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis. Pensez aussi à vous abonner sur votre plateforme habituelle pour découvrir d'autres univers singuliers de passionnés. Je vous dis à dans 15 jours dans Les Yeux qui pétillent et d'ici là, portez-vous bien.